Bienvenue, on va parler de métro. J'espère que ça va, que vous avez bien déjeuné, que vous n'êtes pas trop endormis surtout. Normalement, ça va bien se passer, on est ensemble pour les 20 prochaines minutes. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris le métro? Ok, est-ce qu'il y en a qui sont venus en métro aujourd'hui? Ah ouais, pas mal. Non, quelques-uns non. Et est-ce qu'il y en a qui aiment prendre le métro? Ah, j'en ai quelques-uns quand même. Bravo, bravo à eux. Moi, j'adore prendre le métro. Et si on est ensemble pendant les 20 prochaines minutes, c'est pour que je vous explique pourquoi j'adore prendre le métro et j'espère vous faire aimer le métro aussi. En fait, je trouve que c'est vraiment un terrain de jeu incroyable pour rendre nos applications plus résilientes face à tous les tracas du quotidien. Bon, bien sûr, s'il y en a qui viennent de plus loin, tout ce que je vais raconter pendant les 20 prochaines minutes, c'est applicable à toutes les zones blanches, trains, TGV, avions, etc. Une petite présentation rapide. Moi, c'est Alizée. Alors, je ne suis pas dev, je ne suis pas technique, je suis product designer, mais je suis surtout passionnée par les applications mobiles et ce qu'elles peuvent nous apporter dans notre quotidien. Pour être tendance, j'ai généré toutes les images de cette présentation avec une intelligence artificielle. Donc, vous allez voir, parfois, c'est un peu random. Là, typiquement, c'est censé être ma tête, ça n'a pas du tout marché. Voilà, au moins, vous êtes prévenus. Allez. Vous connaissez ce bruit? Chaque matin, c'est la même chose. On est sur le quai, il y a le bruit, le souffle du métro qui arrive et surtout cette sonnerie qui annonce la fermeture des portes. À l'intérieur, la rame, elle est toujours bondée avec des personnes qui tiennent presque tous entre leurs mains un téléphone portable. Moi, il y a quelque chose qui me fascine vraiment, c'est le fait qu'ils soient tous concentrés sur leur portable, mais qu'ils n'oublient jamais de descendre au bon arrêt. Bon, par contre, moi, j'oublie tout le temps de descendre au bon arrêt parce que je passe mon temps à observer ces personnes-là, justement. En tout cas, à chaque fois que je réfléchis à un nouveau parcours, une nouvelle application, je me pose la question, est-ce que ce serait utilisable dans le métro? Est-ce que ce parcours, est-ce que cette app serait utilisable dans le métro? Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, à chaque micro-frustration que vos utilisateurs connaissent, c'est une chance de plus pour qu'ils abandonnent votre service. Et avec un peu plus de 2,5 millions d'apps disponibles aujourd'hui sur le Play Store, en fait, ils vont trouver un service équivalent et une application qui sera plus résiliente. C'est pourquoi c'est crucial. Est-ce que vous êtes déjà posé la question si votre application allait être utilisable dans le métro? Pas mal. Bon, en tout cas, comme on a assez peu de contrôle sur nos utilisateurs et ce qu'ils font, et comme nos téléphones de toute manière sont mobiles, à un moment ou à un autre, ils vont utiliser votre application dans le métro, vous pouvez en être sûr. Et les transports, ils ont vraiment 3 caractéristiques qui vont impacter la manière dont on doit concevoir nos applications. D'abord, dans les transports, dans le métro, notre application est fragmentée. J'ai pas mis du popcorn pour vous donner faim, je vous expliquerai ensuite pourquoi j'ai mis ça. On est dans des espaces très réduits, très limités, on a peu d'espace quand on est dans le métro. Et enfin, le dernier, qui peut sembler presque le plus évident, c'est qu'on a une connectivité qui est fluctuante. Allez, je vous emmène faire un tour dans le métro, on va observer des scènes qui s'y passent tous les jours pour illustrer un petit peu tout ça. Vous connaissez celui, ou celle d'ailleurs, qui, au moment où cette sonnerie retentit, et alors qu'il se trouve encore tout en haut des marches, décide que ce métro, il va l'avoir. Alors, il est 7 heures du mat, beau sprint, bel esprit de compétition, moi, j'admire. Donc alors, il se lance dans un sprint pour dévaler les marches, il saute à l'intérieur du métro au dernier moment quand les portes sont en train de se refermer, il évite de justesse la collision avec toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur, et souvent, il reprend son portable, tranquille, pour terminer un vocal qui ressemble à un truc du genre ouais mec, j'ai failli mourir, mais c'est bon, je suis dans le métro, et du coup, tu penses que ce soir, etc. etc. Moi, j'adore. Notre champion de sprint, il illustre parfaitement une des contraintes clés liées à l'utilisation du mobile dans les transports.
En effet, l'attention de nos utilisateurs, elle est sans cesse fragmentée, que ce soit pour chercher un ticket dans son sac, que ce soit pour regarder à quelle heure arrive le prochain métro, ou observer les nouvelles affiches de Revolut, se positionnant de la bonne manière sur le quai pour optimiser le temps de changement entre deux rames. Dans un environnement vraiment où les sollicitations, elles sont constantes, où le multitasking est constant également, avoir des interfaces intuitives et des fonctionnalités simplifiées, ça devient vraiment essentiel. Bon alors pourquoi du popcorn? J'aime bien comparer une bonne application à un bucket de popcorn. On peut le consommer petit à petit, à son rythme, en opposition, une application desktop, c'est un menu gastro. J'ai toujours rêvé d'avoir une jumelle, voilà. Alors, je recommence sur le popcorn. Vous m'entendez tous bien, c'est bon? Le popcorn, une bonne application desktop, c'est comme du popcorn. On peut la consommer petit à petit, à son rythme. En opposition, une application desktop, ce serait un peu un menu gastro. On s'assoit, on est tranquille à table, on prend entrée, plat, dessert, et surtout, on a le temps de se concentrer sur ce qu'on est en train de manger. Une application mobile, c'est vraiment un snack que tu dois pouvoir consommer à ton rythme, petit à petit, sans mettre partout ou sans être ultra focus sur le fait d'être en train de manger. Que ce soit d'un point de vue visuel ou d'un point de vue fonctionnel, il faut vraiment qu'on soit sur vraiment cette image de popcorn. Il faut que ce soit simple, digeste, et c'est pas grave si on en fait tomber un ou deux en chemin. Alors pour faire du bon popcorn, on va mettre en place 3 concepts. 1, pouvoir reprendre des tâches qu'on aurait commencées. 2, pouvoir corriger les erreurs qu'on pourrait faire. Et troisièmement, toujours penser à la disponibilité mentale de l'utilisateur au moment où une information lui est poussée. Alors la première étape, c'est de mettre en place des mécaniques qui nous permettent de reprendre facilement une tâche qui aurait été interrompue. Il faut vraiment considérer que si l'utilisateur interrompt une tâche, c'est qu'il avait sûrement quelque chose de plus important ou plus urgent à faire, que ce soit s'orienter, passer sa carte Navigo sur le capteur, bref, des choses qui sont bien plus urgentes que terminer sa story sur Insta. Gmail, eux, le font de manière extrêmement explicite en enregistrant n'importe quel email qui aurait été commencé en brouillon, ce qui permet de reprendre l'email ensuite, une fois que j'ai terminé, de rentrer dans le métro, typiquement. Et on a de nombreux autres exemples qui, sans passer forcément par un état brouillon, qui peut être un petit peu contraignant à mettre en place, gardent juste les données quelque temps pour permettre à l'utilisateur, s'il revient sur l'application, de continuer l'entrée de ce qu'il avait commencé à faire. Typiquement, sur WeThings, si je commence à 10 minutes après l'application, je reviens sur le même écran et on n'aura pas effacé ce que j'avais commencé à entrer. L'objectif, en tout cas, c'est vraiment de rendre nos applications les plus autonomes possibles dans la sauvegarde des différents états. Dans un deuxième temps, il faut permettre un retour le plus fluide possible à un état précédent en cas d'erreur. Alors, j'ai encore pris Gmail parce qu'ils le font extrêmement bien, mais si je suis en train d'envoyer un email pour le boulot et « Oh mince, je l'ai envoyé au milieu d'une phrase, j'ai fait une erreur », eh ben, je peux tout de suite annuler cet envoi. Là, au risque de me faire bouter, je vais citer quelque chose qu'iOS fait très très bien depuis des années. On a une fonctionnalité sur iOS qui s'appelle le Shake to Undo. Pour n'importe quelle action, je secoue mon téléphone et ça l'annule. C'est un peu le pomme Z de l'iPhone, si vous voulez. Les messageries ont pris le pli aussi depuis quelques années. On peut maintenant éditer nos messages. Tous ces exemples, c'est dans l'optique de pouvoir laisser l'utilisateur corriger des erreurs qu'il ferait. Et enfin, le dernier point, penser à la disponibilité mentale de l'utilisateur au moment où une information lui est proposée. Waze l'a fait de manière très intelligente. Ils ont réfléchi à quel moment l'utilisateur avait de la disponibilité mentale pour capter du contenu, ici en l'occurrence des publicités. Bon, quand je suis à un feu rouge en fait, je vais pouvoir regarder mon portable. Donc ils ont mis en place ce qu'ils appellent les takeover ads, qui s'affichent en énorme en haut de l'écran quand on détecte que la voiture est à l'arrêt. Et c'est une illustration de, on a pensé à quand est-ce que l'utilisateur était disponible mentalement pour lui pousser une information spécifique. Enfin, dans un contexte
où souvent dans le métro, l'utilisateur il est sursollicité d'un point de vue visuel, d'un point de vue auditif, on peut penser à d'autres manières de lui pousser de l'information. Par exemple, avec les retours haptiques, ce qui peut être une manière de transmettre certaines informations, un retour utilisateur, sans pour autant leur demander d'avoir le nez vissé à l'écran. Allez, on retourne dans le métro. Bon, l'a vaguement entendu, d'habitude c'est plus fort. Cette annonce, vous savez ce que ça veut dire? Qu'on va attendre, ouais. Et surtout que ça va être la guerre pour avoir un demi-mètre carré d'espace dans le métro. Bon, malgré tout, dans ces situations-là, il y a toujours un irréductible qui, accroché à la barre, continue à naviguer sur son téléphone. Alors il utilise une seule main puisqu'il est accroché de l'autre. Il navigue tranquille et rien ne semble le déranger, souvent pas même la main de son voisin qui lui passe au-dessus. Là encore, à chaque fois, je suis hyper impressionnée. Et je me demande vraiment comment pour ces personnes on pourrait simplifier les interactions dans ces situations où effectivement on est dans des environnements qui sont encombrés et où nos mouvements sont limités. Quelle solution, en tant que concepteur d'applications, qu'on est tous ici, on peut leur offrir pour éviter la tendinite du pouce qui cherche toujours à aller en haut à gauche de l'écran? Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc pour eux, on va essayer de sortir des interactions guidées par des tapes à tout prix. Pour ça, 2 points. Limiter les inputs clavier, qui sont des toutes petites touches et qui sont difficilement atteignables quand on utilise son téléphone avec un pouce seulement. Et second point, s'appuyer sur des fonctionnalités natives et des composants du téléphone au maximum. C'est déjà là, ce serait dommage de s'en priver. Alors là, c'est le petit cadeau culture G de la conf pour briller en société. Attention, pour le clavier, on est quand même sur un brevet de 1868 qui lui-même est issu d'un brevet de 1714 sur la machine à écrire. Bon, 156 ans pour le clavier. L'arrivée du numérique et surtout des écrans tactiles n'a pas fondamentalement réinterrogé la manière dont on entre dans l'information dans nos téléphones. Il est peut-être temps de penser à d'autres solutions. Pour ça, on peut penser à des solutions pour transférer plus facilement du contenu d'une application à une autre, par exemple. S'il vous plaît, n'empêchez pas les copier-coller dans vos applications. En préparant cette conf, je suis tombée sur une application qui s'était mise uniquement sur ce créneau pour permettre le copier-coller d'une application à une autre. C'est pas merveilleux. En cas de partage d'informations d'une application à une autre, par SMS, par email, vous pouvez prépopuler ces emails, ces SMS pour éviter à l'utilisateur d'avoir à entrer un message en plus. Pourquoi ne pas proposer des exemples de réponses préformatées, du voice input, etc. Énormément de solutions qui s'offrent à nous, en tout cas pour éviter d'avoir à utiliser son clavier à outrance. Seconde idée, pour contourner les contraintes liées aux espaces limités, s'emparer des fonctionnalités natives et de tous les capteurs qui sont à l'intérieur des téléphones. Dans le cas d'une utilisation à une main, on a quelque chose sur Android qui est super pratique, qui permet de baisser la fenêtre et de pouvoir atteindre plus facilement le contenu. Peut-être qu'on peut juste informer les utilisateurs que ça existe. Pour sortir du tab, pourquoi ne pas activer certaines fonctionnalités grâce au mouvement du téléphone aussi? J'ai parlé du Shake to Undo tout à l'heure sur iPhone. Les messageries instantanées ont également pigé le truc en activant la lecture des vocaux quand le téléphone est dans certaines positions. Google Meet, c'est le dernier exemple et je trouve vraiment fabuleux, celui-ci, a récemment mis en place une interface on the go qui s'active lorsqu'on est en call et qui détecte que le téléphone est en mouvement. Et cette interface, elle est simplifiée, elle a quelques boutons seulement qui permettent de se concentrer, de ne pas faire d'erreur, surtout à taper sur des petits boutons alors que je suis en train de marcher. On parle beaucoup d'accessibilité aussi et certaines fonctionnalités qui au départ ont été pensées pour des problématiques d'accessibilité s'avèrent finalement assez proches des problématiques qu'on peut rencontrer en situation de mobilité. Pour limiter les sursollicitations visuelles et ou permettre à l'utilisateur d'être attentif à d'autres choses quand il est en situation de mobilité, on peut penser à la synthèse vocale qui permet, encore une fois, d'éviter à l'utilisateur d'avoir le nez vissé à son écran pour avoir une information qui est transmise. Pour terminer sur la thématique des espaces limités, il y a un dernier point qui est lié à cette contrainte. C'est le manque de confidentialité.
Pour ça, malheureusement, aujourd'hui, on a assez peu de solutions dans les applications à mettre en place. Mais je trouve que c'est toujours un point qui est assez intéressant à considérer quand vous réfléchissez à des parcours ou à des interfaces. Bon, normalement, c'est beaucoup plus fort. Et ce bruit horrible, c'est le son du freinage d'urgence sur la ligne 14. Pour moi, c'est un petit peu aussi le bruit que font les têtes quand elles se relèvent pour regarder autour d'elles. Et oui, parce qu'on vient de freiner dans une zone sans réseau. Bon, ces zones, surtout à Paris, on en a de moins en moins dans le métro, mais elles existent quand même. Et à ce moment, je ne sais pas pour vous, mais moi j'envie toujours la personne qui est assise tranquillement dans le carré est en train de lire un livre. Ou ceux qui continuent à naviguer sur leur application, qui sont sûrement des applications beaucoup plus résilientes que celles que moi j'utilise. Pour paraphraser un petit peu ce que je disais tout à l'heure, même au-delà des déplacements urbains, du métro, il y a énormément de situations aujourd'hui dans nos vies quotidiennes où la connectivité elle va être impactée. Et ces problèmes de connectivité, même si elles ne sont pas de votre fait, elles vont impacter la manière dont les utilisateurs perçoivent votre produit ou votre service. C'est pourquoi on doit chercher à concevoir des applications qui sont au service des utilisateurs, qui sont connectées au reste du monde, mais qui sont également aussi suffisamment résilientes pour supporter des ruptures de connexion ponctuelles. De toute façon, vous ne pourrez pas lutter contre une connectivité variable. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est agir sur ce qui se passe dans votre application et limiter les dégâts. Ça va passer par 3 axes. Prévenir et proposer des alternatives, rendre le retour de la connexion la plus transparente possible, et, dans les situations où la connectivité n'est pas complètement coupée mais limitée, limiter les temps de chargement et les rendre les moins douloureux possibles. Alors prévenir et proposer des alternatives, qu'est-ce que ça veut dire? Notre utilisateur, il n'a plus accès à toute l'information contenue dans l'Internet mondial, son application ne capte plus rien, mais est-ce que pour quelques secondes, quelques minutes, on peut lui proposer une alternative dégradée qui serait acceptable? Les amis de chez Citymapper, ils ont très bien fait ça en affichant clairement à l'utilisateur un énorme bandeau pour lui dire qu'on est passé en hors ligne et simplement avec un tap, il lui propose une carte qui est en local. Ça suffit en fait pour s'orienter pendant quelques minutes. Deezer le fait très bien aussi lorsque l'application passe en hors ligne, il propose juste avec un bouton de passer sur le contenu en local sur l'application. L'idée, c'est vraiment de chercher à être suffisamment résilient pour que nos utilisateurs n'aient pas à souffrir d'une perte de réseau et que surtout, ça n'ait pas d'impact sur la perception de votre service. Toujours dans cette logique de limiter la frustration, c'est très flou, Slack l'a très bien fait en rétablissant automatiquement la connexion et en permettant l'envoi de messages en 2 temps. Si j'envoie un message avec une photo, il va permettre l'envoi du message et dès que la connexion va revenir, il va envoyer la photo aussi. Donc pas de frustration de message qui ne part pas du tout. Ouais, Instagram le fait extrêmement bien aussi avec l'upload des stories. En fait, je peux quitter l'application, il va m'afficher à combien de pourcents est ma story et va me dire quand est-ce que l'upload est complet. J'ai rien besoin de faire et même si ça prend du temps, c'est pas grave. Enfin, WhatsApp, que j'ai pas mis en exemple, fait également très très bien en interrompant de manière temporaire les appels et lorsque la connexion revient, il va rétablir l'appel. En fait, il n'aura pas complètement coupé, on n'aura pas besoin de rappeler la personne avec qui on était au téléphone 1 minute avant. Enfin, dans toutes les situations où la connectivité elle n'est pas complètement coupée, mais elle est juste limitée, on peut travailler à limiter les temps de chargement entre chaque page en essayant de réduire leur poids. Par exemple, on peut essayer d'intégrer des versions MVP de la UI avec des images ultra compressées ou pas d'images du tout, ou de tirer parti des fonctionnalités natives des plateformes en intégrant le cache hors ligne. Sur ces exemples, Reddit et Canal l'ont très bien fait. Ils chargent d'abord tout le contenu, pas les images arrivent quand elles ont le temps. On arrive à la station.
J'espère que vous avez bien profité du voyage et que ces quelques pistes feront, en tout cas à défaut de vous faire aimer le métro, considérer que c'est un endroit vraiment génial pour aller challenger et améliorer nos applications. Et avec à peu près 50 minutes de transport en commun pour les Français par jour, il y a du boulot. Donc, on récapitule. 3 spécificités liées au transport, le multitasking, les espaces réduits et la connectivité fluctuante. Si vous voulez aller plus loin et que ces problématiques vous intéressent, je vous encourage vivement à tester vos applications en situation réelle dans le métro. Si vous ne pouvez pas le faire, allez au moins dans les réglages de votre téléphone pour le mettre en connectivité limitée et voir comment elle réagit. N'hésitez pas à recueillir les commentaires des utilisateurs aussi sur toutes ces contraintes liées aux mobilités. Et enfin, parlez à vos PO, parlez à vos designers. Posez-vous la question, est-ce que toute mon application doit être métro-résilient? Est-ce qu'il y a seulement certains parcours? Pourquoi? Et vraiment, mettez en place des solutions pour ce qui vous semble le plus crucial dans vos applications. En tout cas, il y a sûrement énormément d'autres solutions que celles que j'ai présentées dans ces 20 dernières minutes à ces problématiques. Parlez-en autour de vous, soyez imaginatifs et surtout, transmettez-moi toutes les idées que vous pourriez avoir. Je vous remercie et si vous avez des questions, je vous.